Et bonsoir, merci pour votre patience. C'est le 19h30 qui va vers le 20h. On attend du monde, vous voyez, avec ces journées sublimes, ce grand soleil, cette beauté, ces portes ouvertes. On va laisser les portes ouvertes ce soir. Si vous sentez qu'à un moment le bruit de la rue vous dérange, on pourra les fermer. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers l'équipe du Consulat Voltaire. On est ravis de vous retrouver, ravis de cette nouvelle conférence avec CUT, le cinéma uni en transition, qui sont en résidence au consulat depuis le mois de septembre. Donc c'est toujours un bonheur chaque mois de vous retrouver, d'avoir un plateau magnifique ce soir et avec une conférence qui va être évidemment passionnante. Donc merci beaucoup d'être là et de suivre l'actualité de CUT parce qu'ils font beaucoup de choses. Donc soyez à jongler surfer sur les réseaux sociaux et sur le site internet pour voir tout ce que fait CUT parce que ce sont nos amours chéris du cinéma en transition. Merci beaucoup et passez une excellente soirée. Et je vous remercie de les applaudir et de les accueillir chaleureusement. Merci beaucoup. Merci Priscilla, merci évidemment à toute l'équipe du consulat de nous recevoir. Nous sommes CUT, donc Cinéma Uni pour la transition. Merci à toutes et à tous d'être ici encore une fois. Vous savez que chez CUT, on accorde une grande importance au récit, au rôle du cinéma comme vecteur de récit. Et c'est précisément la question qui va nous animer ce soir. Pourquoi on s'est posé cette question? Et avant de vous présenter, messieurs et madame, que vous connaissez, on est parti de quelques constats, notamment, je ne sais pas si vous avez vu passer l'étude sur la fresque du climat, notamment qui, malgré le 1,5 million de personnes qui ont été formées et donc qui ont eu accès et à la connaissance et à une forme de passage émotionnel, finalement, en termes de ce que ça agite chez les gens, de ce que ça déplace, on peut être assez déçu de ce que ça provoque derrière. Je lisais aussi une étude de deux psychologues de Stanford qui ont théorisé l'effet du témoin. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette théorie-là, qui dit que, en réalité, plus un récit résonne et plus on est nombreux à être exposés à la même chose, finalement, moins on agira parce qu'on imaginera que les autres le feront. Et donc, c'est l'effet témoin, et eux se basaient sur des cas d'études d'agression dans des villes, et que finalement, moins il y a de témoins, plus il y a d'actions concrètes. Ça, c'est la partie un peu pessimiste, mais il y a aussi évidemment tout un tas de récits qui prouvent qui peuvent engager les spectateurs au passage à l'action. Évidemment, Flore, avec ton film Bigger Than Us, t'es un excellent exemple de ça, avec plus de 4500 projections, quelques 100 ou 200 000 étudiants qui ont vu le film à travers le monde et qui produit des effets concrets sur des horizons temporels plus ou moins avancés, mais qui en tout cas agit sur la personne qui reçoit le récit. Donc la question qu'on va se poser ce soir, c'est qu'est-ce qui fait qu'un récit peut permettre ou pas, et pourquoi certains récits pourtant très forts à la fois en termes d'apport de connaissances, mais aussi en termes de parcours émotionnel pour le spectateur ne parviennent pas, ou en tout cas trouvent en face des spectateurs qui restent sourds et ou aveugles à ces récits. Et donc on est très heureux de recevoir Abel Quentin, auteur de Cabane, et qui expose notamment les thématiques du déni, de la fuite en avant à travers ses personnages de fiction. Suite à la publication du rapport Meadows, auteur du faux rapport Meadows du livre. Et Jean-Christophe Klotz, qui lui a réalisé un documentaire récemment diffusé sur Arte, qui revient sur 50 ans après le succès public et critique de Soleil Vert. Et malgré tout, on est 50 ans plus tard, Hollywood brûle. Et pourquoi les alertes de Soleil Vert n'ont pas été entendues, ou en tout cas pas suffisamment. Je vais vous laisser converser avec Flore, et puis à la fin de cette table ronde, vous aurez évidemment comme toujours la parole et vous pourrez interroger nos participants. Merci à vous encore une fois et à tout à l'heure.
C'est bon là. Oui, vous m'entendez? C'est bon? N'hésitez pas à vous rapprocher si vous voulez qu'on soit plus ensemble. Mais sinon, pas de sujet. Je suis vraiment très heureuse de vous parler. Car voilà, cette conférence s'appelle « Pourquoi on n'entend pas ?» Et pour être très très franche, je suis membre fondatrice de CUT avec tous nos amis depuis 2 ans et demi. Et on a, comme vous le savez, différents chantiers, un sur les récits, un sur la production et le fait de aligner les contraintes et la réalité de la production avec ce qu'on essaye de défendre, donc la question de l'incarnation. Et puis il y a le sujet de la distribution et de en quoi les récits qu'on porte ou les films qu'on essaye de faire touchent leur public. Et ça, c'est mon obsession à moi. Et c'est vrai que moi, il y a toujours cette histoire de « mais les récits existent en fait ». Le sujet, c'est qu'ils ne touchent pas leur public, et le sujet, c'est qu'on n'entend pas. D'où, après un brainstorming en équipe, le sujet de ce soir, pourquoi on n'entend pas? Qu'est-ce qui se passe en résistance en nous ou à l'extérieur de nous, qui fait que voilà, on n'arrive pas à percuter entre le message qu'on reçoit et le changement dans nos comportements. Et il y a 2 œuvres majeures que j'ai pu croiser récemment. Abel, Quentin, on s'est croisés à l'occasion de la promotion de nos livres respectifs. J'ai lu La Cabane et j'ai adoré parce que j'ai retrouvé tous les thèmes que j'adorais et avec ce travail de fiction extraordinaire à partir de quelque chose d'existant. Donc en plus, en termes créatifs, je sais qu'il y a beaucoup de scénaristes dans la salle. Comment tu pars de l'existant pour tirer avec l'imagination quelque chose d'encore plus réel que le réel. Et puis, Soleil Vert a probablement marqué mon enfance et probablement explique que je suis devenue quelqu'un qui essaye de s'engager à travers sa plume. Je pense qu'on l'avait vu avec mon frère quand moi-même j'étais enfant. Et c'est un film qui m'a hantée. Et donc, quand j'ai vu le documentaire que tu avais fait pour les 50 ans de ce film au succès phénoménal, à la vision phénoménale, qui ne parle pas seulement d'écologie, mais de dictature et de capitalisme. Et ça, je voudrais vraiment qu'on insiste là-dessus aujourd'hui, tend à prouver que les récits qu'on cherche pour essayer de convaincre nos semblables existent depuis longtemps et que le principal sujet, c'est notre refus d'entendre ou les obstacles qui sont mis en face de nous pour la compréhension. D'où le sujet de ce soir, avec d'un côté un écrivain qui va vers le cinéma, un documentariste qui travaille sur le cinéma et son impact sur le réel. Donc merci à vous d'avoir accepté de dialoguer entre vous. Moi, je vais poser quelques questions. On est en petit nombre, donc ça sera génial, non pas d'avoir les questions à la fin, mais si vous voulez intervenir, ça sera vraiment de toute beauté, n'hésitez pas. Merci à vous. Avant, peut-être, pour que tout le monde soit à la page de notre discussion, je suis navrée, mais je vais devoir vous demander de peut-être expliquer ce travail sur La Cabane et sur le documentaire qui retrace l'impact et le making-of, finalement, de ce film monstre qu'est Soleil Vert. Je vais vous demander peut-être de résumer le point de vue que vous développez dans vos œuvres. Et puis après, j'aurai une autre question, bien sûr. On y va. Abel, je connais peut-être mieux ta carrière, donc peut-être on peut commencer par toi et sur ton choix de choisir ce sujet et ce que tu as voulu dire. Merci de... Est-ce que ça marche? Ouais. Merci Flore, merci de l'invitation. Je suis très, très heureux d'être là. Et je pense que ça a beaucoup de sens, en effet, qu'on fasse dialoguer ce documentaire et mon livre. Et alors, donc parler de Cabane, c'est parler du rapport Meadows, puisque l'écriture de ce livre, il est parti pour moi de la lecture du rapport Meadows. Donc, peut-être beaucoup d'entre vous le connaissent, rapport Meadows ou rapport du Club de Rome, rapport sur les limites de la croissance, qui est un rapport de 72, l'année de la sortie de Soleil Vert, 72 années où beaucoup de choses se passent, et qui est un rapport qui pose la question, enfin qui dit dès 72, qui démontre, surtout c'est ça qui est nouveau, que la croissance, une croissance infinie dans un monde fini conduit à la catastrophe. Et moi, partant de ce rapport qui a existé, j'ai totalement inventé des personnages de chercheurs
en prenant toute ma liberté de romancier pour imaginer ces 50 ans de vie de prophètes qui crient dans le désert et qui ne sont pas écoutés. Oui, je ne sais plus quel marché, mais alors, juste avant qu'on passe... Ok, moi, j'écris des livres, etc. T'as mis combien de temps pour écrire La Cabane? 2 ans, 3 ans? Mon précédent bouquin était sorti en 2021, celui-ci est sorti en 2024, donc voilà, ça a 2 ans et demi d'écriture. Mais la question pour moi, c'est quel était ton moteur, en fait? Souvent, quand on écrit, vous êtes certainement très bien placé pour ça. Tu veux montrer quelque chose. Quelle était ton intention profonde? Pourquoi ce sujet, en fait? Alors, il y a la lecture du rapport Meadows qui, pour moi, est... Bon, tout de suite, parce que j'ai peut-être ma névrose de romancier, en même temps que j'ai pris une claque politique sur ce qui est en soi une claque un peu bizarre, qui vous arrive avec 50 ans qui vient d'un demi-siècle. J'ai tout de suite, c'est vrai, immédiatement, imaginé un roman. Enfin, je me suis dit que je me suis tout de suite dit, aussi parce que j'étais peut-être aidé par la préface du livre, qui est plus personnelle, qui est signée par Denis Meadows, où on se dit, c'est vrai que qu'est-ce que c'est que d'avoir eu raison aussitôt, d'avoir eu tort d'avoir raison aussitôt, qu'est-ce que c'est que de vivre avec ces informations, qu'est-ce que c'est que de porter cette urgence et d'avoir le sentiment d'être marginalisé aussi, d'être réhabilité sur le tard avec tout ce que ça a de dérisoire, qu'on vienne vous mettre une petite tape sur l'épaule dans les années 2000, 2010 pour vous dire c'est vrai que t'avais raison. Ensuite, si je veux être totalement honnête, il y a des... En tout cas, moi, mes motivations, elles sont troubles, parce qu'il y a aussi envie de faire de la littérature, il y a aussi une espèce d'envie de torturer ces personnages, il y a plein de choses qui sont pas de l'ordre d'un rôle de lanceur d'alerte, mais c'est aussi quand même vraiment né de cette claque d'une lecture, moi, qui m'a énormément frappé, parce que j'avais pas forcément l'idée qu'il y a eu des voix aussi qui soient élevées aussi clairement aussitôt, il y a 50 ans. Et qu'il y ait eu des voix de philosophes, mais que des scientifiques aient modélisé des trajectoires de l'humanité dans les années 70 et qu'ils aient été aussi lus, ça n'était pas forcément clair pour moi. Oui, parce que c'est 3 millions le rapport Meadows s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. Alors, peut-être à l'époque, mais je crois que c'est aux alentours de plus d'une dizaine de millions d'exemplaires vendus. Et qui est un livre qui connaît une nouvelle postérité aujourd'hui. Il y a eu des rééditions successives qui ont enrichi le livre, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est vraiment un coup de projecteur énorme qui est mis sur la question de la croissance, et c'est la croissance qui est vraiment remise en cause dans son principe même, dans ces années 70 qui sont... alors voilà, ça se joue à un an, c'est comme Soleil Vert. 72, c'est la date du rapport Meadows, c'est 1 an avant le choc pétrolier, donc c'est la fin des 30 Glorieuses. Et évidemment, on imagine assez que ce message, qui encore aujourd'hui est inaudible, alors à l'époque, c'est encore plus inaudible, encore plus inactuel, encore plus insupportable. Et puis cette échéance paraît tellement lointaine, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Super. Vous, Jean-Christophe, qu'est-ce qui vous a... Alors, que dit... Enfin, pour les personnes qui ne sont pas là, peut-être vous pouvez nous rappeler ce qu'est Soleil Vert. Votre travail sur quand Hollywood sonnait l'alerte et la mise en abîme que vous faites avec, effectivement, ces 50 années d'alerte et de déni, peut-être. Et puis, même question pour vous, qu'est-ce qui vous fait que vous avez eu envie de traiter de ce sujet ? Bonsoir. Moi, je viens du... Plus près ? Ouais. Comme ça ? Vous m'entendez ? Donc, moi, je viens du journalisme, on va dire, avec cette vision d'énoncer les injustices, Tintin, quoi. C'était ça, mon métier. J'ai pratiqué ce métier-là pendant quelques années. J'y reviendrai certainement.
j'ai fait ça jusqu'en 94 et là, je me suis retrouvé au Rwanda. Donc, je ne vais pas faire dévier la discussion, mais ça fait vraiment partie de mon chemin et il y a des parallèles à faire, notamment sur les alertes qui sont lancées, sur le fait qu'on n'entende pas. Ça sera plus simple. Donc, voilà comment moi je me place. Après, j'ai quitté après le Rwanda, j'ai cessé de faire du journalisme d'actualité pour devenir intermittent du spectacle, faire du documentaire. J'ai fait un long métrage aussi, mais sur le Rwanda. Mais je passe mon temps à chercher des sujets qui m'inspirent, enfin comme tous les gens qui sont ici certainement. Mais en me disant, est-ce que ça c'est urgent de le traiter? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'on peut faire bouger quelque chose ou pas? Voilà, je suis indépendant, donc je passe mon temps à chercher des sujets. Et un jour, alors je ne sais plus quelle est la genèse exacte, si c'est la discussion avec des producteurs avec qui je travaille souvent, mais je pense, ouais, je ne sais plus exactement. Mais tout à coup, on réalise que l'histoire de Soleil Vert, l'histoire se passe en 2022. Et on était en 2021 à New York. Donc on dit, ça c'est quand même un truc incroyable, quoi. Donc ça faisait un moment que je travaillais sur la question de la crise climatique. Donc bon, le temps de préparer ce film, il faut se remettre. Je devais être à peu près 2018. Et je cherchais la manière de traiter de la crise climatique, mais d'une manière politique, c'est-à-dire. Si vous vous souvenez, si vous vous projetez, voilà, une petite dizaine d'années en arrière, on parlait beaucoup de la crise. Enfin, on commençait. C'est pas qu'on commençait, puisqu'on a commencé bien avant, mais je crois qu'on liait pas forcément la crise climatique avec la crise sociale, avec une crise politique profonde. Et donc, des films sur la crise climatique, il y en avait beaucoup. Enfin, il y en a eu des très forts. Il y a un type de chez vous, Cyril Dion, qui fait... Bon, voilà, ça, c'était la référence. Et alors, je me suis dit, moi, ça m'intéresserait de faire le lien avec les questions profondément politiques, les questions d'injustice sociale, etc. Donc, je me souvenais, comme toi, d'avoir vu Soleil Vert quand j'étais gamin. Je me souvenais de la chute, donc... pour ceux qui n'ont pas vu Soleil Vert, je résume l'histoire. Ça se passe en 2022, il fait une chaleur à crever, il n'y a plus rien à bouffer, en gros, et la seule chose que les gens peuvent manger, c'est un petit gâteau qui s'appelle le Soleil Vert, un biscuit. Et donc, je vous la fais courte, mais il y a un détective qui est chargé d'élucider un meurtre, et qui va, au bout du compte, réaliser que les petits gâteaux sont faits à partir de cadavres humains. Donc c'est une métaphore sur le capitalisme, sur le côté anthropophage du capitalisme. C'est un film magistral. Alors il est assez... Quand on le regarde aujourd'hui, il a un côté un peu kitsch, mais c'est le charme du film. Mais la fable, elle est d'une puissance immense, quoi. Donc, je me souvenais absolument de cette histoire. Donc, quand on a vu que ça se passait en 2022, hop, on a appelé Allo Arte. Bon, parce que voilà, ce genre de film, c'est assez difficile de le faire ailleurs. Donc, et alors, pour la petite histoire, je suis pas sûr qu'on arriverait à le faire aujourd'hui, mais bon, on en parlera. On leur propose cette idée, ça suit son chemin. Et voilà, donc moi j'ai fait un film à peu près ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire 50 ans se sont passés et on en est au même point, enfin pire, mais rien n'a changé. Donc ça questionne exactement ce que vous dites aujourd'hui, pourquoi il ne s'est rien passé. Moi j'ai des réponses, mais ça va venir. Oui ? Alors on y va sur les réponses. Pourquoi on n'entend pas ? Voilà, merci pour la question. Non, je vous entendais dans votre présentation et je pense qu'il y a un facteur que vous n'avez pas mentionné, c'est la volonté politique en fait. Parce que, voilà, je parle du Rwanda, petit pas de côté, on s'est tous demandé comment ça se fait, parce que pareil, il y a eu beaucoup d'alertes, etc. Pourquoi on n'a pas réagi ? Parce qu'en fait, bon, alors évidemment, il y a des gens qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, qu'on n'a pas réussi à sensibiliser. Mais si vous n'avez pas une volonté politique du pouvoir, en fait,
eh ben, il se passera rien, en fait. Vous avez beau, ou alors il faudrait une pression, il faudrait une révolution, quoi. Ce qui vaudrait la peine dans le cas de la crise climatique. La crise climatique, on se dit, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais si on continue à essayer de régler la crise climatique par la discussion, les projets de loi, le vote, le jeu politicien, ça va être compliqué. Peut-être qu'à un moment, il faut prendre des décisions radicales. Ça pose vraiment la question de la démocratie. C'est un gros débat. Et donc, on voit bien dans Soleil Vert, pour retomber sur l'histoire, que c'est une question éminemment politique. C'est un rapport au pouvoir, aux intérêts, etc. Oui, Soleil Vert, par rapport à de nombreux récits, effectivement, sur l'écologie, moi, je trouve sa grande force, c'est de montrer en quoi le capitalisme nous fait aller vers ce projet de société. Donc, ce que je trouve, c'est qu'il adresse beaucoup la cause, et c'est l'enquête, d'ailleurs, qui révèle la façon dont, en fait, le système économique aboutit à cet état de la nature, mais aboutit aussi à ces personnes réduites en esclavage. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que les gens vivent dans une énorme pauvreté à New York, soumis à des températures extrêmes, vous l'avez dit, et que tout le monde on n'est plus du tout en démocratie. Donc, intrinsèquement, Soleil Vert fait la critique du capitalisme à un moment d'apogée totale du capitalisme. Et il a un retentissement énorme. Si tu me permets... Toi, tu me vois, moi, je suis tutoie. Non, mais parce que c'est pas à cause de la caméra, viens, on tutoie. Ouais. Donc, on se tutoie. Bon, on se tutoie. Du coup, j'ai oublié ce que... Non, ça va me revenir immédiatement, mais ça m'a troublé, cette affaire-là. Vas-y, continue. Non, mais alors, sinon, j'en profite parce que Abel, dans la question, à la question pourquoi on n'entend pas, moi, je trouve que ce qui est génial dans ton livre, c'est que tu inventes donc ces personnages, dont un couple, qui est effectivement le couple Meadows, et tu projettes sur eux des trajectoires... C'est pas le couple Meadows, c'est le couple Dundee. Oui, non, mais d'accord. Parce que c'est vraiment des créations, je veux dire, les Meadows n'ont pas du tout leur vie, quoi. Je veux dire, oui, mais le couple Meadows existe. Le couple Meadows existe, mais mon couple à moi ont à la fois sont des personnages très différents par Bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que tu crées des personnages à partir d'une histoire réelle. Ça, c'est le sel de l'écrivain. Je pense qu'il y a plein de gens ici qui font ça. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est intentionnel, mais j'ai l'impression que chacune des trajectoires, on dirait des arches de chacun des protagonistes, incarne une forme de négociation avec cette information bombesque. Il y a de la fuite en avant, il y a du militantisme, il y a du combat, il y a du renoncement, et puis il y a le cynisme absolu. Donc peut-être, est-ce que ça c'est comme si t'avais voulu aussi illustrer tout ce qu'on fait pour ne pas entendre. Oui, c'est-à-dire que c'est la première raison pour laquelle j'ai dû m'éloigner du réel, c'est que c'est assez rare que dans un groupe humain, dans la vraie vie, chacun des protagonistes incarne de façon assez claire, on pourrait dire archétypale, une position face à la peur de l'effondrement. Et donc moi j'ai fait ça, et donc en écrivant mon livre, un peu comme dans une fable, l'idée que chacun de ces 4 chercheurs, enfin disons que le couple est une entité, donc on va dire il y a 3 entités, chacune de ces 3 entités incarne un chemin possible, donc qui pour caricaturer serait le combat, le renoncement, la compromission même, et la folie. Et c'est vrai que et donc ce couple d'Américains en effet incarne finalement l'esprit de responsabilité, le militantisme, des gens qui, avec aussi tout ce que ça charrie d'amertume, de désillusion, de souffrance, et puis aussi de marginalité, d'attaque. Et je rejoins Jean-Christophe sur une chose, qui me parlait du Rwanda. Pour moi, c'est pas faire un pas de côté par rapport à notre discussion. C'est-à-dire qu'il y a un thème universel, presque au-delà du climat, qui est moi un thème qui peut devenir un thème littéraire ou cinématographique. Moi, qui a été aussi une porte d'entrée vers ce livre, c'est de se dire au fond ce personnage-là, celui qui a une information très importante à délivrer,
et que personne n'écoute. Charlton Heston, à la fin de Soleil Vert, qui est là à essayer d'expliquer ce qu'il a vu, et les gens sont comme des zombies. Moi, c'est un thème qui m'avait frappé dans une autre lecture, sur un tout autre thème, ce qui est sur la Shoah. C'est un livre de Yannick Enel qui s'appelle Jan Karski, et qui raconte la vie d'un personnage qui a réellement existé, qui est résistant, à qui on va dire, tu vas rentrer dans le ghetto de Varsovie, on est en 42, quelque chose comme ça, tu regardes ce qui s'y passe, et on va t'exfiltrer ensuite du ghetto, on t'envoie aux États-Unis, et ta mission, ça va être d'alerter les élites américaines. Et cet homme, qui apparaît d'ailleurs dans Shoah de Lanzmann, est devenu presque fou. Il y va persuadé que ça va changer la donne, que tout le monde va l'écouter. Et on le raccompagne à la porte en lui disant, enfin, il passe son temps à être écouté d'une oreille distraite par des gens qui ont d'autres préoccupations et qui ne font rien. Et lui a vu cette chose, et il est le seul à avoir cette information. Et Jan Karski raconte aussi ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un homme qui est vraiment brisé par ça, et donc il y a un thème universel, et donc ça peut être le Rwanda, ça peut être d'autres moments de l'histoire comme ça où l'information a été essentielle, aurait pu changer la donne si elle avait pris, comme je sais pas, une grève prend. Alors si ce n'est que c'est vrai que le climat, il y a quelque chose de plus fascinant, plus atroce aussi, c'est que cette information, elle est là. Et que, à la différence de Jan Karski, à la différence du Rwanda, ou peut-être, peut-être pas assez, mais j'ai le sentiment que les génocidaires avaient aussi créé une sorte de bulle de non-information. Enfin, avec quand même, les journalistes se promenaient pas peut-être aussi librement. Enfin, il y a eu bien sûr de l'information, mais ce que je veux dire, c'est que là, cette information, elle est devant nous. Tout le monde peut y avoir accès. Il y a eu Soleil Vert, il y a eu le rapport Meadows, et voilà. Donc il y a une dimension collective de l'aveuglement qui est un peu singulière, quoi. Oui, alors j'ai retrouvé ce que je voulais dire, mais c'est la suite de ce que tu dis. L'exemple de Karski, il est vraiment intéressant parce que en fait, il n'était pas le seul à avoir cette information. On sait par exemple que le pape était informé, enfin que au Vatican, ils avaient pas mal d'informations, et je prépare je travaille là-dessus en ce moment. Et donc, on sait qu'ils n'ont pas voulu partager cette information avec les Américains, par exemple, parce que le pape voulait, c'était son idée, rester neutre. Donc c'est pour revenir sur l'affaire politique. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, ce qui m'est revenu, c'est que dans mon documentaire, j'interviewe à un moment un journaliste spécialiste de science-fiction américain. Et donc la question du capitalisme, je lui la pose. Je lui dis, mais enfin, les gens n'ont... Il m'a dit, mais non, aux États-Unis, le capitalisme, c'est pas un débat. C'est-à-dire, ça n'existe... Enfin, on ne pose pas la question du capitalisme. Ça vient même pas... Pour eux, il n'y a pas d'autre système. Donc, c'est pour réinsister sur le fait que sensibiliser les gens, c'est évidemment essentiel. Sinon, moi, enfin, je ne ferais pas ce métier. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur la structure politique en même temps. Sinon, c'est pas possible. Mais Olivier Amand, qu'on a reçu ici, parle d'emprise sectaire à l'égard de notre difficulté à adresser une critique du capitalisme, sereine. Mais peut-être qu'en ce moment, le temps fait un peu notre éducation. Mais je voudrais revenir sur cette résistance pour préparer ce rendez-vous. J'ai bien sûr vu vos œuvres, mais j'ai aussi écouté, et je vous engage à le faire si ça vous intéresse, le podcast Café Sismique avec Monsieur Meadows. Il l'avait fait en 2001. Et il a interviewé sur les 50 ans. Je ne sais pas si tu l'as écouté en écrivant. Et lui-même est maintenant un vieux monsieur. Je pense qu'il a 80. Enfin, et il a une lecture. Je pense qu'il a eu le temps de ronger son frein et d'essayer d'éponger sa peine. Mais il dit plusieurs choses parce que bien sûr, Julien l'interroge sur qu'est-ce que ça vous a fait en fait que ça marche pas en fait, qu'on vous écoute pas. Et il a il avait différentes
explications et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Il a à un moment ce réflexe en disant, vous savez, il y a plein de biais cognitifs et il y a que nos cerveaux, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les personnes qui s'interrogent sur pourquoi aujourd'hui, par exemple, il y a 40% encore de climato-sceptiques. Pour parler que de ça. Il expliquait que nos cerveaux ne sont pas faits pour penser le long terme. Donc effectivement, le rapport Meadows, c'est dans 50 ans. Soleil Vert, c'est en 2022, donc on projette loin. Est-ce qu'il y a un biais cognitif? Est-ce que vous le sentez vous aussi sur le fait que nous ne serions pas équipés de façon neurobiologique en fait pour encaisser ce genre de nouvelles? Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'entendable en fait? Moi, je répondrais sur par exemple la question du génocide. Je reviens, pas que le Rwanda, c'est un spectre qui ressurgit. On pensait que c'était dans les livres d'histoire. Moi, franchement. Et donc, je pense que, par exemple, la question du génocide, on dit génocide. Une fois qu'on dit génocide, c'est que c'est fini. C'est que c'est passé. C'est-à-dire, oui, les alertes, elles fonctionnent pas. Quand j'ai commencé ce métier de journaliste dans les années 80-90, je me souviens d'une collègue qui nous parlait, qui nous disait qu'elle était d'origine yougoslave. Elle nous disait il va y avoir la guerre en Yougoslavie. Mais je vous jure qu'on n'y croyait pas une seconde. La guerre en Europe, c'est pas possible, c'est dans les livres d'histoire. Elle revenait chaque semaine dans les conférences de rédaction. Ça, oui, c'est-à-dire que tant que c'est pas arrivé, mais c'est quand même flippant. Parce que la crise climatique... Bon, le truc, c'est que la crise climatique, c'est dur à dire, à cette heure-ci. Ça arrive déjà, mais ça n'arrive pas chez nous, si on dit nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ceux qui ont les pieds dans l'eau, ils sont... Ça y est, ils sont sensibilisés. Il parle aussi du fait qu'on ne se sent pas concerné parce que ça ne nous impacte pas directement. Mais on pourrait dire ça de la crise climatique, on pourrait dire ça de la crise démocratique. C'est pas propre au climat. C'est le fait de ne pas être... Et on va s'en rendre compte bientôt, j'ai peur, qu'on est impacté aussi sur les questions démocratiques, bien sûr. Abel, sur ça, est-ce que... tu as ton personnage d'enquêteur un peu qui est un peu là-dedans quand même. Alors ceci sur les inondations, moi j'avais écouté un podcast avec une journaliste qui expliquait que non, c'est même pas des études qui ont été faites qui ont montré que même dans les zones impactées, il y a des endroits où le climato-scepticisme progresse les pieds dans l'eau entre guillemets. C'est le refus de lâcher une croyance en fait. Voilà, ouais, donc ce qui est assez fascinant. Voilà, où la dissonance cognitive, le fait d'avoir que le cerveau essaie de s'arranger pour pour continuer à nourrir des croyances qui sont contre le réel. Et alors du coup ta question, excuse-moi, c'était sur ces biais cognitifs, ouais. Sur ces. Je crois qu'il y en a énormément. Enfin, il y a tellement de. Moi, j'ai essayé d'explorer quelques pistes dans mon bouquin. Une piste, c'est aussi le problème je crois, la difficulté à se représenter les discontinuités brutales, le fait qu'on a une approche du temps linéaire et que ce qui est le non linéaire, on a du mal à se le représenter avant que ce soit arrivé. Pourtant, il y a eu le Covid. Alors, le Covid, c'était exactement ça. Du jour au lendemain, qui aurait pu croire qu'on aurait plus le droit de sortir de la maison? Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu aussi ne pas être cueillis comme on l'a été. En partant du principe que dans un monde mondialisé, c'était évident que, c'était assez probable qu'à un moment donné, un virus se propage de façon mondiale, et on a été cueillis. Et, moi, il y a un auteur que j'avais rencontré qui parle de ça depuis 40 ans, qui est Jean-Pierre Dupuis, et qui, dans un de ses livres sur la catastrophe, il cite Bergson, qui écrit après la Première Guerre mondiale et qui dit mais en fait on savait que ça devait arriver parce qu'il y a un jeu d'alliance qui faisait que c'était quand même assez probable qu'il y ait une guerre en Europe, mais il dit et pourtant quand c'est arrivé, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était possible. Et donc c'est la question comment possibiliser le réel. Et il se dit voilà, il fallait que ça arrive pour que rétrospectivement je me dise mais oui, c'était vraiment possible. Alors que les informations, il les avait. C'est-à-dire qu'il a quand même été percuté par la catastrophe quand elle est arrivée. Et alors, je dirais que ce qu'il y a de singulier avec la crise climatique par rapport à des événements plus politiques, des guerres, même si je suis d'accord qu'il y a des choses qui sont presque inévitables,
Mais là, il y a un côté presque plus mécanique de la crise climatique, quoi, qui est à l'œuvre, en fait, qui est pas un événement d'ailleurs, qui est un événement qui se déroule chaque jour depuis qu'on fait des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a quelque chose de mécanique, d'une sorte de processus. Là où la guerre est quand même plus un événement, quoi. Et donc il y a quelque chose d'encore plus ahurissant. Moi, j'en terminerai, une des raisons que j'expose dans le livre, c'est la question de l'imaginaire. C'est en fait aussi et d'où l'importance de Soleil Vert, la difficulté à transformer du savoir scientifique en image, en fait, et à transformer un graphique du rapport Meadows en représentation. Oui, mais quelque part, il existait, tu vois. Enfin, c'était bien sûr. D'ailleurs, c'est assez incroyable sur la genèse du Soleil Vert. Il est parti de la science-fiction. Il n'avait pas encore les données scientifiques. Et pourtant, la société qu'il projette en 2022, à 10 ans près, on y est. Donc ça, c'est encore une fois... Alors, il avait lu, moi, ce que j'ai compris de ton documentaire, c'est qu'il a lu le rapport Meadows, que ça l'avait influencé. Je suis pas sûr à 100%, parce que c'est sorti un an plus tard. Oui, parce que le temps de faire un film, c'est très long. Mais que ce que tu dis dans le documentaire. Alors, mais non, je dis que des choses vraies dans le... Non. Ou peut-être un intervenant, un interviewé le dit. Peut-être il y a un gars, je sais pas, je me souviens pas. Ça m'arrange. Non, il y a un type dans le documentaire qui dit, c'est Rafe Pomerantz, qui est tu m'as dit que c'était devenu un de tes personnages, qui était un militant de la cause climatique, un des premiers, enfin, qui a passé toute sa vie à essayer de sensibiliser les hommes politiques, etc., qui explique qu'au départ, il avait vraiment l'écoute du pouvoir politique. Puisqu'il y a eu une conférence à Stockholm, je crois, où il y a eu des grandes conférences. Sauf que ça a généré une réaction des lobbies d'hydrocarbures ou de qui vous voulez, quoi. Et en fait, son analyse, c'est que tous ces intérêts ont contribué à plonger les États-Unis dans une surconsommation, dans la consommation, la société de consommation qu'on connaît encore aujourd'hui. Attends. Et du coup, en gros, ils ont fait oubli, ils ont dit laissez tomber, consommez, éclatez-vous, les grosses bagnoles, tout le cinéma, enfin voilà, la société de consommation. Et que du coup, on a pris 50 ans de retard. Attends, j'ai peut-être mal compris, mais toi, tu dirais même que le fait que ces œuvres aient existé a finalement, indirectement ou directement, créé une réaction chez les lobbies qui ont fait qu'ils ont doublé la dose quelque part, comme on le voit un peu aujourd'hui, finalement, cette technique d'accélération. Mais je dirais pas que c'est à cause de l'œuvre que... Non, c'est un jeu d'action-réaction. Mais on commence... Enfin non, on commence pas. On retrouve aujourd'hui les réflexes qu'avaient déjà les gens, je suppose, à l'époque, et de se dire, mais notre façon de consommer, elle a un impact direct, quoi. Mais enfin, il y a un côté Disneyland, quoi. Enfin, tu disais la dissonance cognitive. C'est quand on est pris au jour le jour. Alors, ça, j'aimerais bien qu'on aborde ou par les problèmes du quotidien. Les gens qui disent la fin du mois contre la fin du monde, ça c'était une trouvaille, je ne sais pas qui a trouvé ça, mais alors c'est d'une efficacité redoutable, quoi. Ou alors on est dans un confort malgré tout, hein, il y a une crise climatique, mais enfin on continue à prendre la bagnole, etc. Et je veux dire, donc on se fait bercer par ce système, ce confort dans lequel on est, et voilà, et c'est vachement difficile de dire bah non, je vais arrêter de prendre l'avion. Enfin, c'est pas simple, quoi. Puis même si j'arrête de prendre l'avion, de toute façon, les autres, ils vont continuer à le prendre. C'est ce que disait la dame qui a présenté tout à l'heure, en disant plus il y a de gens, plus ils sont au courant, plus ils disent il y a bien quelqu'un qui va réagir. Ouais. C'est hyper intéressant ça. Et justement, le contre-récit de la croissance, effectivement, on dirait qu'il s'est même accéléré après le pic pétrole, alors que enfin pas le pic pétrole d'ailleurs, le choc pétrolier, on aurait pu se dire c'est l'occasion incroyable, et en fait derrière il y a Reagan qui arrive, il y a Thatcher, on dérégule à mort, la finance prend le pouvoir, donc pardon, j'ai été peut-être un peu provocatrice, mais c'est vrai que je me demande parfois si le fait de justement de lancer l'alerte déclenche une réaction à contre
de résistance qui va être tellement énorme, elle va écraser le message et elle va écraser la suite en fait. Et on l'a un peu vu, enfin pour moi à cette occasion-là, on le voit un peu en ce moment. Et c'est, je sais plus quel philosophe qui disait, on voit la force d'une idée à la résistance qu'elle suscite. Et donc j'ai l'impression qu'on est en tout cas en termes culturels, on est tout le temps en train d'être dans des sphères d'influence, quoi. J'écoutais cette même interview de Meadows et qui disait, c'est le seul moment où il est très en colère, parce qu'il lui pose la question où est-ce qu'on s'est trompé en fait. Et lui il dit, on a très mal parlé. Et donc là je m'adresse au scénariste. On a très mal parlé de l'alternative. Et on a parlé de décroissance. Et là, ce jour-là, on a utilisé ce mot-là. Et ce jour-là, on s'est siphonné, on s'est scié la planche. Parce qu'effectivement, il n'y avait rien de désirable dans une économie ou dans une propagande marketing. Enfin, c'était vraiment de cet ordre-là. Maintenant, je pense qu'on est sans jeu de mots, sans prosélytisme, capable de dire c'est vraiment un matraquage publicitaire en fait permanent. Face à cette propagande, effectivement, l'idée de décroissance est venue, a été tout de suite retournée en projet où il fallait perdre, où on serait moins heureux, où on serait moins, confortable. Et d'ailleurs, très étonnamment, ça me revient, les grands slogans structurants de l'époque. Enfin, moi, je suis contemporain de ces années-là. Enfin, je suis née à ce moment-là. Il y avait 3 marques qui sont sorties du bois et qui sont avec des slogans qui sont toujours aujourd'hui. C'est les mêmes années. C'est Enjoy de Coca-Cola, c'est Just Do It de Nike et c'est Parce que je le vaux bien de L'Oréal. Ces mêmes 3 slogans sont inventés entre 73 et 75. C'est dire combien il y a peut-être affolement. En tout cas, il y a surenchère et en tout cas, il y a matraquage. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a une réaction qui s'organise dans les années 70, même si pour le lobby pétrolier, c'est plus dans les années 80 quand même, parce que c'est ce que tu disais, c'est vrai. C'est-à-dire que dans les années 70, il y a une fenêtre à un moment donné qui s'ouvre, qui paraît presque même assez incroyable aujourd'hui. Il y a Jimmy Carter qui s'intéresse à tout ça, il y a une commission qui est désignée par Jimmy Carter, la commission de Charney, qui travaille sur le réchauffement climatique. Il y a Rick Permance, des gens comme ça qui tout à coup ont l'oreille des puissants, et même un lobby pétrolier qui se dit au début, il va falloir s'adapter, il va falloir nous-mêmes commencer à investir dans les énergies renouvelables. On va perdre la partie. En fait, l'agressivité est arrivée plus tôt dans les années 80. Là-dessus, il y a notamment une étude qui a été faite par 3 historiens français qui est sortie il y a 3 ans dans Global Environmental Change sur l'histoire des archives de Delft et de Total, où on voit bien qu'il y a vraiment plusieurs étapes, quoi. C'est pas il y a eu un moment au début un peu d'apathie et de se dire bon. Et puis dans les années 80, en France, il va y avoir une sorte d'agressivité organisée, de fabrique du mensonge et de lobbyisme effréné. Moi, je crois que là où Denis Meadows, il est vraiment, c'est quand même le comble, quoi. On se dit c'est des gens qui ont été visionnaires et qui en plus culpabilisent en se disant c'est nous qui n'avons pas présenté la chose de façon assez désirable. Il y a quelque chose un peu cinglé, mais moi je crois énormément aussi au choc pétrolier, quoi. C'est-à-dire que quand même tout ça arrive 1 an avant le choc pétrolier, et que le choc pétrolier, c'est ce moment où on commence à vous retirer quelque chose qui était tenu pour acquis. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, et de façon paradoxale, il y a cette espèce de fuite en avant qui fait que au moment où on vous retire quelque chose, qui devrait au contraire vous alerter sur le côté fini des ressources, vous êtes dans une fuite en avant. Et c'est-à-dire que presque ce moment, cette fenêtre du rapport Meadows, quand on regarde les plateaux armes égales en 72, etc., comme c'est encore l'opulence, il y a presque une sorte de bienveillance pour ces thèmes-là. Enfin, en tout cas, alors c'est peut-être pas pris très au sérieux, mais on voit des journalistes qui se disent tiens, pourquoi pas la décroissance. Et au fond, peut-être pour se poser cette question-là, il faut pas être pris à la gorge par la fin du mois. Mais dès que vous arrivez à l'automne 73, il est plus question de commencer à discuter du bien fondé de quelque chose
qui est en train de vous être retiré, quoi. Et donc, ce qui explique aussi ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce moment absurde où, à mesure qu'on approche du mur, eh bien, on accélère et on accélère et puis on se dispute la couleur des sièges pour savoir ou la radio, quelle chaîne on met. Enfin, voilà. Et c'est d'une certaine façon un peu un moment 73, quoi, qu'on est en train de vivre. Je voulais ajouter, je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est aujourd'hui dans Le Monde, il y avait un article sur des ONG qui surveillent les radios et les télés, enfin les médias, pour comptabiliser le nombre de contre-vérités sur le climat. Et c'est incroyable, quoi. Bon, alors c'est souvent des entreprises liées à Bolloré, ou enfin c'est Sud Radio ou Europe 1, CNews. Je suis désolé s'il y a des... Mais je voyais ça ce matin et je pensais à la discussion de ce soir, parce que c'est sûr que pour les gens qui sont un peu sceptiques ou un peu complotistes, le biais, c'est aussi que ces gens s'informent là où ils sont confortés dans leurs idées par ces médias. C'était pas vraiment le cas à l'époque où il y avait des structures étatiques fortes, en tout cas pas sur le climat, c'était peut-être sur l'Algérie ou ce qu'on veut. Et donc aujourd'hui, c'est assez incroyable parce qu'on peut trouver quasiment les deux discours, quoi. Si vous prenez les climato-sceptiques, comme s'il fallait les mettre dos à dos. Et alors vous, monsieur, vous en pensez quoi? Vous voyez, alors qu'il n'y a pas de débat, quoi. Et d'ailleurs, dans ton documentaire, tu racontes très bien comment le réalisateur a quelque part noyé le poisson avec le producteur. Comment finalement il a pu faire son film. Il a il a un peu habillé son propos d'un narratif, quoi, d'un polar. Mais je crois pas que Fleischer était un militant agité vous voyez, radical. Non, mais c'est même, excuse-moi, ça m'a fait réagir, mais il y a même cette histoire où me semble-t-il, alors c'est peut-être une interprétation de ma part, mais tu racontes que le producteur, le réal a servi au producteur le thème qu'il voulait, donc les femmes objets par exemple, et du coup il n'a pas regardé le reste. Oui. Mais c'est hyper intéressant quand tu essayes de faire passer ces récits, de te dire comment la première personne qui te juge, ça va être le prod ou la chaîne, et comment il faut essayer de louvoyer pour quelque part un peu leurrer leur attention, quoi. Oui. J'espère qu'il n'y a pas de ces gens-là dans la salle. Alors après, c'est des conteurs, hein. C'est un grand réalisateur hollywoodien, donc lui, il sait très bien que s'il fait un film militant ou un pamphlet, ça marchera pas. Donc il sait construire une histoire. Je me souviens plus du nom du scénariste, parce que c'est adapté d'un roman. La SF, ouais. Mais après, ça a été transformé. Il n'y avait pas l'histoire du cannibalisme dans le roman. C'était un truc sur la bombe démographique, je crois. C'était moins sur le climat que sur la surpopulation. Et donc, effectivement, il a habillé comme il sait faire. Tu disais, il faudrait trouver une manière de raconter. Je crois que c'est vrai sur le climat, c'est vrai en politique. Et qu'est-ce que les forces de, comment on appelle ça dans la guerre des étoiles, les forces obscures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, tout ce qu'on essaye de vous vendre, c'est une écologie punitive. C'est exactement ce que tu dis. Donc, alors que ça peut être super sympa si on arrive à trouver. Je voudrais juste dire, moi j'ai acheté une petite voiture électrique. Alors je suis pas sûr que ce soit la solution, mais je veux dire, il y avait un vrai plaisir de se dire, tiens, je vais essayer de changer ma manière de me déplacer. Bon, il y a possibilité d'avoir une transition. C'est parce que je peux acheter une voiture, mais il y aurait possibilité de présenter les choses autrement. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à le présenter autrement. Et d'ailleurs, Midos, dans ce moment de cette interview, donc ce podcast, il dit oui, on s'est trompé, on n'aurait pas dû parler de décroissance. Et d'ailleurs, une amie, je ne sais plus dans quel pays d'Asie du Sud-Est, m'avait dit qu'elle allait monter toute une association autour de ces sujets pour permettre aux personnes de basculer dans d'autres comportements, et il lui a interdit de parler de décroissance, et elle a créé une association qui s'appelle une association pour le bonheur. Et en fait, le fait de changer le mot et d'arrêter de prêter le flanc
tu vois, c'est inattaquable en fait. Qu'est-ce que tu vas dire? T'es contre le bonheur. Donc ça, ils ont essayé sur la sobriété. Ils ont essayé. Oui, mais même la sobriété, ça marche pas. Marché. Et donc il y a le mot de contentement. Et puis il y a la joie en fait qui est communiquée nulle part. Et donc peut-être que là on peut rentrer dans ce moment où on se dit ok, là dans la salle, alors vous voyez, on est un jeudi soir, il fait beau, on n'est pas si nombreux, mais voilà des personnes qui cherchent à apporter ces récits, ou en tout cas ou les permettre avec sachant qu'il y a ces obstacles. Donc il y a les biais cognitifs, il y a une industrie qui nous attend pas, il y a les taux démocratiques qui se resserrent complètement. Comment on peut essayer de contourner ça et de continuer à faire notre part en fait? Est-ce que c'est moi j'ai beaucoup travaillé sur la figure du lanceur d'alerte, donc je me suis aussi beaucoup plus, ça m'a beaucoup plu ce que vous faisiez, puisque je connais par cœur cette histoire de mettre son cœur ou son corps en travers de la route et puis être tout seul. Est-ce que ça marche encore? Est-ce que voilà, il y a des années à Erin Brockovich, bon, c'était porté par Julia Roberts, c'est pas n'importe qui, mais des fois ça marche en fait. Et qu'est-ce qui ferait que ça pourrait marcher aujourd'hui en fait? Waouh. Ouais, non, il y a la question du vocabulaire, c'est sûr, mais la question de, alors tout en disant tout en maintenant ce que j'ai dit tout à l'heure, savoir que c'est quand même ahurissant qu'un homme comme ça, portant plus une forme de responsabilité, enfin de sentiment de culpabilité, est étonnant. Mais c'est vrai que, alors moi, plus que bonheur, le mot qui me viendrait en tête, c'est libération, c'est émancipation, c'est-à-dire aussi de voir dans cette chose qui nous sera de toute façon imposée par la réalité. C'est-à-dire que la réalité, elle va pas négocier avec nous. La réalité physique de la planète, elle va s'imposer à nous, et on peut y voir, c'est vrai. Alors, c'est assez occidental de dire ça, parce que nous, on va perdre du superficiel. Il y a des gens qui perdent quelque chose, qui perdent l'essentiel, donc qui vont pas se libérer de choses superficielles de toute façon qu'ils n'ont pas. Mais en tout cas, d'un point de vue, c'est vrai, occidental, on peut voir quand même marginalement que bon, voilà, l'exemple que je donne un peu dans le bouquin, qui est caricatural, mais c'est voilà, si le jour il y aura plus de métaux rares, peut-être qu'on pourra plus faire de smartphone, et peut-être qu'on va se libérer du temps de cerveau disponible, et que ça peut être joyeux. En tout cas, ça peut. Moi, j'ai un personnage à un moment donné dans mon livre qui est tellement déprimé qu'il essaye il rencontre quelqu'un dans une communauté en Drôme provençale qui lui dit bah oui, il y a aussi il peut y avoir de la joie dans tout ça. Mais d'ailleurs, toutes les personnes, alors peut-être pas dans Soleil Vert, mais je pense à Ravage de Barjavel, les gens qui se sont posés la question. Ravage qui parle de réchauffement climatique, d'ailleurs, en 47 ou 48. En tout cas, la chaleur est très très présente dans son livre. Mais il imagine l'après-effondrement, qui est quelque chose d'apaisé, d'une humanité qui à nouveau vit en paix avec la nature. Mais la question, c'est la zone de turbulence, quoi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, même dans les écrits des Meadows, il ne s'agit pas de dire qu'on va tomber dans un gouffre sans fond pendant 1000 ans. Il s'agit juste de dire qu'il y a une période de turbulence qui malheureusement va s'accompagner de choses très 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 violentes, mais pour revenir à une sorte de concordat entre l'humanité et la nature, forcément, quoi. Mais c'est ce moment de turbulence, de correction, enfin, qui nous effraie à juste titre, parce que je crois qu'on va pas y échapper. La science. En tout cas, mais moi quand j'ai vu Soleil Vert, je me dis c'est à la fois je me dis il y a la force de la science-fiction, mais il y a aussi les limites de la science-fiction. Parce que la science-fiction, vous pouvez toujours la mettre à distance. C'est-à-dire que vous pouvez toujours vous dire c'est des élucubrations d'un artiste. Et moi, c'est vrai que ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, parce que j'avais essayé d'écrire un livre un peu dystopique sur l'effondrement, il y a plusieurs années pour le coup. Et bon, c'était très mauvais, ça marchait pas. Mais aussi, j'ai du coup écrit un livre, presque un roman historique sur les 50 dernières années, en me disant, moi, je veux faire un bouquin assez désagréable, hein, qui chope mon lecteur à la nuque en disant, regarde ce qu'on a fait. Et ça, c'est pas de la science-fiction. Je te demande de regarder en arrière. Et alors oui, j'ai inventé les trajectoires de mes personnages. En revanche, tout le reste est extrêmement sourcé. Ce que je raconte sur le lobby pétrolier, ce que je raconte sur ces combats politiques qui ont été perdus. Et ça, parfois, peut-être, je me dis, j'ai fait un bouquin. J'espère qu'on peut pas trop mettre à distance en le refermant, comme on peut le faire d'œuvres absolument majeures de la science-fiction. Je veux dire, moi, Cormac McCarthy, La Route, est un livre qui m'a énormément ébranlé. Et d'ailleurs, c'est peut-être à la lecture de ce livre que j'ai voulu essayer de faire
quelque chose dans cette veine-là, mais cette veine-là aussi très métaphorique, très poétique. Il faut pas s'imaginer que je crois pas qu'on puisse se dire que c'est ce genre d'œuvre qui va tout à coup changer le regard des gens, parce que quand on n'a pas envie de voir, si en plus on vous donne de la poésie pour pouvoir le mettre à distance, eh bien vous le faites dans un réflexe de survie. Il y a quelque chose dans le film de Richard Fleischer, dans Soleil Vert, qui est assez incroyable. C'est qu'il y avait eu beaucoup de films de science-fiction, des films catastrophes. C'est l'époque de La planète des singes, avec toutes ces fins de films démentes, quoi. Si vous vous souvenez de certains de ces films cultes, les fins sont incroyables. 2001, mais La planète des singes avec la Statue de la Liberté, machin. Mais là, pour la première fois dans Soleil Vert, c'est pas des Martiens qui attaquent la planète, c'est pas une catastrophe qui arrive c'était quoi, d'Enclocop ou des choses comme ça. C'est la responsabilité humaine. Et ça, c'était, à ma connaissance, la première fois qu'il y avait comme ça une menace qui venait de l'intérieur. Et c'est ça qui fait que le film est ultra puissant. Et donc, ça pose la question de ce soir, qui est que la responsabilité de chacun comme citoyen. Donc, ma petite parenthèse sur le Rwanda, je me souviens de discussions à l'époque avec des amis qui me disaient « Mais moi, le Rwanda, j'y suis pour rien ». Et je dis « Mais non, tu peux pas dire ça. Tu y es. D'abord, tu votes en France, la France est impliquée, et puis ne serait-ce que de te dire que c'est pas ton problème, tu rajoutes au problème. Donc, c'est vrai de la Shoah, c'est vrai de tellement de choses. Donc déjà, commencer par responsabiliser les gens, qu'ils aient l'impression qu'ils peuvent peut-être faire quelque chose et qu'on ne va pas les arnaquer, on ne va pas leur faire revendre des bagnoles diesel 2 fois plus cher. Enfin, vous voyez, impliquer les gens, qu'ils aient la sensation que c'est utile, qu'ils peuvent participer. Peut-être, c'est une piste aussi. Ok. Est-ce que vous voulez poser des questions? Allez, c'est parti. Je ne sais pas s'il y a un micro qui se balade. Ah, super, merci. Bonsoir. Petite note, je l'espère, positive. On a beaucoup parlé de sensibilisation, qui dit sensibilisation, pas forcément dire prise de conscience. Moi, quand je me rappelle de ma petite personne et de mon entourage, et peut-être de vous ici dans la salle, en 2017, 2018, donc des années après la sortie du rapport Meadows, j'ai l'impression que mon niveau de conscience sur ces enjeux climatiques était très faible. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une accélération ces dernières années. Je ne sais pas si vous arrivez à vous remettre dans la peau de qui vous étiez il y a quelques années. Et je trouve de manière collective, dans la société, en France en particulier, cette prise de conscience est accélérée quand on voit le nombre d'articles maintenant qui font la une du Monde, alors qu'il y a quelques années, il y en avait 0. Je m'interroge sur qu'est-ce qui a fait accélérer cette prise de conscience, parce que je pense que elle s'accélère malgré tout. Qu'est-ce qui nous a permis d'en arriver là aujourd'hui et d'être pas forcément toujours dans l'action pour tout le monde, mais je pense que le sujet il est bien là. Moi j'ai ma réponse, peut-être que je pourrais la partager après, mais je voulais vous entendre aussi et essayer d'analyser un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, qui fait qu'on a quand même pas mal avancé, même si malheureusement ça suffit pas encore. Ouais, Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de très concret, qui est tout simplement que ce qui était de l'ordre d'événements lointains quand on est en 1972, arrive dans nos vies, voilà, des incendies en Californie ou et rendent plus compliqué cet état de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, elle est tenace, on peut la tenir jusqu'à un certain point, mais il y a un moment donné, elle est plus tenable. Oui, non, bien sûr, mais c'est certain. Je pense que d'ailleurs cette prise de conscience, elle s'accélère, même si elle se fait. C'est une histoire d'avancée et de recul avec des à-coups. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui montre que c'est certainement pas un long fleuve tranquille et qu'il peut y avoir des reculs. Énorme. Moi, je pense qu'il y a ça quand même. Il y a tout simplement quelque chose qu'on peut voir par rapport à
à des décennies plus anciennes, on ne pouvait pas voir. Et puis peut-être, oui, des générations de journalistes qui en parlent plus. Et puis bon, aussi quand même des traités, des choses. Je veux dire, le sommet de la Terre en 72. Je sais pas si, je pense que c'était un truc totalement j'ai pas vécu cette période, mais je pense qu'on en parle aux informations, bien sûr, mais c'est quand même assez lointain. Ça intéresse des gens qui sont assez pointus et qui ont envie de s'y intéresser. Et c'est sûr que de ce point de vue-là, bien sûr que il y a quand même une situation qui a évolué. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose d'assez majeur. C'est qu'en 2017-2018, la jeunesse s'est levée. Et elle a envahi la rue. Et si nous, les adultes, on n'écoutait pas, eux, ils avaient bien compris. Et sans eux, il n'y aurait jamais eu la batterie de lois qu'il y a eu en 2019, 2020, 2021, qu'on est exactement en train de détricoter parce que la jeunesse n'a pas réussi à se remobiliser après la Covid, qui leur a scié les pattes, en fait. Mais je pense que sans la jeunesse, c'est elle qui a mis ça, alors via Greta, mais plein d'autres gens, qui a fait qu'elle nous a interpellés dans ce qu'il y a de plus... avec toute sa fougue. Et là, moi, je donne peut-être... en tout cas, c'est mon cheval de bataille. Je pense qu'il y a un vrai angle là, sur l'intergénérationnel, en fait, à vous qui écrivez des histoires. Je pense que le fait d'apparaître dans le regard de nos enfants comme ceux qui non seulement n'agissent pas, mais n'écoutent pas, est quelque chose sur lequel on peut jouer, j'ai l'impression, beaucoup en narration. Et si ce n'est en système politique. Mais voilà, toujours moi, ma question, c'est où sont les adultes ? Ça fait il y a aussi alors on sera content, moi je serais content d'entendre ta réponse, mais je voulais juste puisque tu as posé une question mais tu avais déjà la réponse. Non, pas du tout. Non, je plaisante. La question c'est est-ce qu'on s'entend sur il y a aussi la manière dont fonctionnent les médias, la presse, c'est-à-dire il y a un moment la sauce prend, je parle avec des mots très simples. Il faudrait vraiment étudier, donc il y a des gens qui le font, cas par cas, à partir de quand ça a pris. Mais je pense qu'effectivement, comment ça s'appelait le Fridays for Future. Il y avait quelque chose tous les vendredis, il y avait la personnalité de Greta, voilà. C'est malheureux, mais il y a un moment où ça prend. Et peut-être qu'à ce moment-là, oui, je me souviens de cette époque, il y avait peut-être un creux dans l'actualité. Mais d'un coup, il y a des phénomènes comme ça, c'est assez triste à dire. Mais donc, évidemment, il y a des gens qui travaillent à ça, qui essayent de comprendre comment faire campagne. Mais plus ceux qui défendent le climat le font, plus les autres le font aussi, c'est bien sûr. Ouais. Mais il y a une inertie terrible, en fait. Je pense qu'on se rejoint. Moi, je vais faire ma réponse très très courte parce que c'est pas mon intervention, mais je pense que c'est des moments d'émotion collective très forts qui ont permis cette prise de conscience ces dernières années, des émotions collectives forcées. Les manifestations des jeunes dans la rue, on était obligé de les voir, obligé d'avoir cette sidération et cette empathie pour eux. Les catastrophes naturelles qui se sont accélérées aussi, et on la vit collectivement. On peut pas y échapper. Elle est devant nos yeux. On peut pas retourner la tête. Et puis je pense qu'il y a en tout cas dans mon entourage, quelques œuvres culturelles qui avancent un petit peu masquées et qui ont quand même fait une grosse prise de conscience, peut-être à l'insu du plein gré de leurs lecteurs ou des gens qui l'ont vu. C'est Don't Look Up. Je pense que c'est devenu quelque chose qui est rentré un petit peu dans la pop culture aujourd'hui. Les instants Don't Look Up, tout le monde sait de quoi il s'agit. Je pense que c'était un des films vraiment les plus vus sur Netflix. Et puis il y a quand même la sidération du succès du Monde sans fin, quoi. Ça a été le livre le plus vendu pendant 2 ans. Je sais pas si les gens savaient à quoi ils s'attendaient en achetant le bouquin, mais voilà, moi ça m'interpelle, et ça je pense qu'aussi ça a généré des émotions, mais collectives. Tout le monde l'a vécu en même temps, et c'est quand tout le monde bascule en fait un petit peu en même temps, j'ai l'impression que la prise de conscience individuelle progresse aussi en même temps. Voilà. En tout cas, du coup, bravo pour ce que vous faites, parce que je pense que ça participe à cette conscientisation collective. J'y vais ou il y a quelqu'un d'autre peut-être qui voulait... J'irai après. Bonsoir, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant comme débat. Puis c'est un sujet évidemment qui passionne beaucoup de gens ici. Moi, la question que je voulais vous poser, parce que c'est en fait un axe de réflexion que j'ai depuis longtemps, et j'ai été assez
bouleversé dans ma réflexion par Olivier Hamon, justement, dont vous parliez tout à l'heure. Pour moi, ça a été vraiment un déclic. Je suis réalisateur, auteur et réalisateur, mais je suis assez impliqué dans les problématiques écologiques. Je suis coordinateur des coproductions depuis 2 ans. Donc, en même temps que je prépare mes films, je fais ça. Et donc, j'ai un peu, et la réflexion que j'ai, c'est de me dire, le sujet, c'est pourquoi les gens n'entendent pas les alertes qu'on lance. Et moi, je vois comment mes filles fonctionnent, comment les gens fonctionnent. Et en fait, vous en avez parlé déjà plein de fois, mais c'est pour essayer d'être très clair là-dessus. C'est-à-dire que il y a un narratif de l'écologie qui me paraît foireux. C'est-à-dire que si on vend l'effondrement, on vend un truc qui est terrifiant. Par exemple, j'ai discuté avec Bonne Pioche, Yves Darondeau, qui a fait plein de films sur l'écologie. Je lui dis, j'ai un nouveau projet de film, je vais te le montrer. Il me dit, oui, il faut pas que ça parle d'environnement et d'écologie. Il dit, j'en ai fait 3. Les 3, ils ont pas fait plus de 150 000 entrées. Peut-être que les films sont pas très bons par ailleurs. C'est pas ça le sujet. Mais en tout cas, ça fait peur. Et ce qui est génial, je trouve, et ce qui m'a, encore une fois, retourné avec Olivier Hamon, c'est le côté que, à la fois, on ne nie aucune des difficultés auxquelles on est confronté. Et lui, il est biologiste, il est très bien placé pour le savoir. Mais en même temps, ce qu'il nous propose, c'est jamais l'effondrement, c'est l'adaptation. Mais vous le disiez tout à l'heure, dans le rapport Meadows, il disait pas on va se manger le mur, ils disent on va être dans les turbulences. Donc lui, son concept robustesse, performance, c'est de dire la robustesse, c'est garder un système stable dans un environnement instable. Mais ça, tout d'un coup, c'est beaucoup plus porteur, il me semble. Donc après, le truc, c'est, moi, ce que j'essaye d'avoir, c'est une espèce d'efficacité. Et dans mon travail de coordinateur des coproductions, et je veux dire, pourquoi je suis là? Je veux qu'il y ait des problèmes écologiques qui se règlent. Donc, presque au nom de l'efficacité, peut-être que ça me donne encore plus envie de croire aux théories d'Olivier Hamon, c'est-à-dire à cette théorie qui, lui, il est contre la résilience. Il dit la résilience, c'est on se casse la gueule complètement, et on est capable de se relever. Et lui, il dit non, on va pas là-dedans. On est dans la robustesse et on essaye de s'adapter tout le temps. Voilà. Encore une fois, vous en avez tous les 3 parlé comme ça. En fait, c'est essayer de remplacer un peu la peur par l'espoir dans le discours qu'on a pour le rendre plus audible. Voilà. Et d'ailleurs, Olivier Hamon ne parle jamais d'écologie. Il parle de fluctuation. Donc lui, il a bien compris qu'à chaque fois que vous commencez à aller sur ces sujets-là, vous faites couper la tête, en fait. Ouais. Donc il est hyper malin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on entende tous, à nous qui voulons faire passer ces choses-là. Il y a des mots qui, effectivement, vont déclencher une espèce de chasse aux sorcières. Il faut être malin, en fait. Il faut contourner le problème. Je ne sais pas si on est malin. Enfin, moi, je parle pour moi. Non, mais je suis d'accord avec ce que vous dites, mais j'ai l'impression que c'est chacun son job. Les lanceurs d'alerte, ils vont pas habiller leur discours. Ils sont pas spécialistes de marketing. Je dis pas que c'est pas une critique, hein, heureusement. Mais je veux dire, tu es dans ce métier, tu connais les discussions qu'on a. Oui, il vaudrait mieux que tu racontes ça comme ça, parce que sinon. Non, enfin, il y avait un débat. Moi, je m'engueule tout le temps avec un copain aux États-Unis qui travaille pour comment il appelle ça? Bon, le journalisme le journalisme positif, quoi. Journalisme de solution. Et donc, alors aux États-Unis, il s'abarche plus ou moins. J'ai dit, à mon avis, en France, tu n'y arriveras jamais, parce que va voir Le Monde, tu vas pas demander à un journaliste du Monde de parler d'abord des bonnes. Non, il y a des urgences, il y a des choses à dire. Alors, par contre, dans les films que je fais, j'essaie toujours qu'il y ait une piste de solution, quelque chose, parce qu'on va pas passer son temps à constater les horreurs du monde. Ça suffit pas. Mais j'ai quand même ça me fait un peu peur quand on dit il faut pas parler. Enfin, voilà, c'est un débat, hein, que il faut pas parler de ci, il faut pas parler de ça, faut faire attention. Et en politique, c'est pareil. Je discutais avec un homme politique que j'aime bien, je dirais pas qui c'est, mais qui dit oui, il faut savoir, il y a des trucs à pas dire. Bon, non, on est des grandes personnes, quoi. Alors, je me suis mal exprimée, c'est certainement pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait avancer masqué. Et d'ailleurs, toi-même, quand tu as dit au début... Peut-être, tu as raison, mais moi, à mon avis, je peux pas trop avancer masqué. Mais tu vois, ce que tu veux dire, c'est que... Enfin, ce que je voulais dire, c'est que toi-même, au début, alors ça me permet de revenir à quelque chose que peut-être tu n'as pas eu le temps de déployer. Tu as dit toi-même que si aujourd'hui tu avais à le refaire, peut-être qu'Arte le reprendrait pas.
Quand tu vois, et donc est-ce que tu... Non mais parlons-en. Il y a oui, quand même, absolument. surtout que moi je passe... Censure, donc toi, en fait. je sais pas comment tu fonctionnes, mais moi je passe mon temps à essayer de proposer des idées de films et trouver la manière de les vendre. C'est un donc mot on parle de ça, moche. on est d'accord. Oui, absolument. Et donc c'est épuisant parce que on s'épuise à essayer d'habiller les choses, mais à un moment on a envie de dire bon, on en parle, on n'en parle pas. Mais là, on fait pas des films, on parle d'un problème urgent, enfin, d'un problème politique. Oui, alors, Non. Bien sûr, on fait des films, mais là, on est en train de parler de la crise climatique. On n'essaye pas de vendre. Enfin, malheureusement, si. Mais moi, je suis pas à l'aise dans ce truc-là, quoi. C'est un vrai problème. La démocratie, c'est une vraie question, et vendre la démocratie, c'est une idée qui me gêne. Ok, non mais personne ici n'est en train de dire qu'on ne va pas parler du sujet et qu'on ne va pas parler de démocratie. Enfin justement, si on est là, c'est qu'on cherche des solutions face à un environnement, y compris médiatique, qui se méfie de ces sujets, parce que, c'est vrai qu'à de rares occasions, ça ne fonctionne pas. La Cabane est un très bon contre-exemple, mais au cinéma, ça devient difficile, et que là, on parlait effectivement d'un chercheur qui arrive avec si tu veux, je sais pas si tu connais son travail, qui arrive avec une proposition conceptuelle qui permet de sortir de là par le haut. Il est absolument pas dans la négation. Mais je pense qu'il peut faire ça parce qu'il y en a d'autres qui font autre chose. Enfin, si tout le monde faisait ça, on serait tous dans des éléments de langage. Mais c'est très bien. Il faut tout. Je voulais juste rajouter. Ça va trop vite pour moi. Tant pis, ça va me revenir comme tout à l'heure. Non, juste pour vous répondre, moi je suis assez d'accord sur le fait que ce qui est important. Et là, on parle artistiquement. J'ai compris que c'est vraiment là ce qui vous sur les représentations dans l'art qui est une multiplicité. C'est plus l'occupation du terrain qui est importante, mais qui est une multiplicité. Alors des œuvres totalement sombres. Parce que Don't Look Up, je suis désolé, mais alors c'est enlevé par le sarcasme génial, c'est drôle. On peut imaginer la mélancolia de Lars von Trier, où là pour le coup c'est Don't Look Up, mais juste avec le Xanax. Et ce que je veux dire, c'est que et des œuvres au contraire peut-être moins sombres, mais les gens, moi je sais que par exemple, c'est beaucoup plus la lecture du rapport Meadows, une œuvre non artistique qui m'a en tout cas bouleversé, que le Soleil Vert. Puis d'autres gens, ce sera Soleil Vert, mais je pense que ce qui est important, c'est surtout que ça prenne de l'espace, mais sous énormément de formes différentes, parce que les gens sont tous différents, et il y a des gens il y a des gens qui détestent. Alors tout le monde déteste les mauvaises nouvelles, mais il y a des gens qui, quand ils voient une mauvaise nouvelle, ils mettent la tête dans le sable. Il y a des gens qui, au contraire, sont pas contre, peuvent supporter une claque, peuvent supporter qu'on leur parle en adulte. Ce que tu disais, en adulte, quoi. C'est-à-dire avec et leur présente un portrait de la réalité qui est très sombre. Et donc pour moi, cette diversité, je parlerais plus de diversité. Et ensuite, pour parler de l'aspect davantage politique et sémantique, alors oui, robustesse, en effet, plutôt que... moi, ce que je vois, c'est que par exemple, Denis Meadows, c'est quelqu'un qui a changé, alors oui, un homme, c'est pas exactement un clown, et on comprend mais ses interviews ont énormément changé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à 50 ans, était assez optimiste, qui était persuadé. Moi, c'est ce que je raconte dans mon livre. C'est des gens qui trouvent quelque chose en étant persuadés que les décideurs vont embrayer, quoi, qui sont même au début pas dans une euphorie, mais dans une forme de confiance. Bon, on dit les choses, on fait notre travail de scientifique, ensuite les gens vont. Aujourd'hui, il dit pas qu'il faut rien faire. Et c'est là que, moi, ce qui est déprimant, c'est quelqu'un qui vous dit c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Denis Meadows, il dit c'est comme ça. Il dit, alors oui, je ne sais pas s'il prononce aujourd'hui le terme effondrement, mais il dit en tout cas cette zone de turbulence va arriver. En revanche, alors lui, il dit pas robustesse, il dit en effet résilience, mais au fond, je vois les différences sur les deux termes, mais il s'agit de dire. Il dit, on peut décider d'être plus robuste, d'être capable d'encaisser le choc, et ça veut dire faire des choses. Et au fond, ce qui est vraiment terrible, c'est quand on vous dit qu'en plus, il n'y a rien à faire. Mais
Mais je sais pas, parce que c'est souvent une caricature qu'on fait, c'est vrai, des discours écologiques, mais moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire porter apporter cette connaissance de, alors, on appelle ça comme on veut, zone de turbulence, et dire qu'il n'y avait rien à faire. Ça, c'est une caricature qui est faite, mais en réalité, moi, j'ai jamais vu ce discours-là incarné par un discours politique ou même par une œuvre d'art, quoi. Alors à la limite, ce serait peut-être Don't Look Up, parce que Don't Look Up, quelque part, au fond, la météorite, elle arrive, et presque, on peut dire qu'il y a une morale paradoxale dans le film, c'est qu'il vaut mieux qu'ils s'en aperçoivent 10 secondes avant, puisque de toute façon, il n'y a rien à faire. Mais justement, on n'est pas dans Don't Look Up, c'est pas une météorite, c'est des phénomènes humains, c'est des phénomènes qui sont irréversibles, mais qui peuvent être freinés, qui peuvent être, sur lesquels on n'est pas comme un lapin pris entre des phares. Oui, ça m'est revenu. C'est fin de journée comme ça. Il y a un autre problème, c'est que si vous voulez, moi je fais des films, je suis très contente des films que je fais. Bon, ça passe sur Arte, j'adore, mais à part mes copains et les gens. Bon, il y a un côté un peu entre soi, quoi. Il faut pas se mentir. Donc on prêche, comment on dit ? Enfin, bon, on prêche des convaincus. Donc évidemment, c'est vachement bien ton film et tout ça, mais on parle d'essayer de conscientiser, mais le système ne nous aide pas tellement, quand même. Parce que vous prenez les chaînes qui ont le plus de diffusion, ils vont jamais passer un film sur Soleil Vert. Donc ça, alors. Moi, mon énergie, je suis pas le seul, mais j'essaie quel est le problème structurel, en fait? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? C'est ce qu'on essaye de faire ce soir, mais on peut toujours se lamenter que je sais pas quoi, mais il faut essayer de comprendre rationnellement où ça coince. Donc là, en l'occurrence, si vous voulez faire de la conscientisation, alors je crois que toi, tu as montré ton film dans plein d'endroits, mais tu as vu l'énergie que ça demande. Bon, je sais pas si tu peux le faire à chaque fois. Enfin, j'ai été beaucoup dans les écoles, c'est formidable, hein, c'est essentiel. Et puis c'est pas une question de nombre. Si vous en touchez un dans une classe, c'est déjà génial, quoi. Mais il y a aussi cette question-là qui est, sur Arte ou dans Libé, ou de toute façon c'est pas grave, ils peuvent dire ce qu'ils veulent parce que c'est un journal de gauchistes. Ou même regardez Mediapart, regardez l'histoire du procès Sarkozy, c'est quand même dément. C'est un truc énorme et on n'en parle pas tellement. On en parle, mais parce que c'est cantonné à Mediapart un peu, je trouve, moi. Oui, puis on est dans un moment de sidération où... je sais pas, je trouve que ça n'a pas la couverture que ça mérite. Oui, bien sûr, mais... Donc, tant que... si je veux être un peu pessimiste, là, pour une fois, on est un peu des alibis, en fait. C'est-à-dire, vous voyez, on peut en parler de la crise climatique, mais le pouvoir que ça a vraiment, je le sais pas, je le connais pas. Madame. Oui, pardon, j'avais une question. Bonsoir, merci beaucoup. On m'entend bien ou pas? Ouais. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'ai fait partie des manifestations pour le climat Fridays for Future. Et j'ai l'impression qu'il y a, en effet, comme vous disiez, une petite prise de conscience, mais j'ai l'impression que c'est vraiment à la marge. Et on parlait aussi tout à l'heure des 40% de climato-sceptiques, etc. En fait, j'ai l'impression que tout ça est très complexe. Et depuis le début, on a parlé d'énormément de choses hyper intéressantes. J'ai l'impression qu'il y a énormément de facteurs. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est, pour avoir une vue d'ensemble, essayer de hiérarchiser ces facteurs-là. Par exemple, on a parlé de l'aspect cognitif, les biais cognitifs, etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné par le passé. Et maintenant, je me rends compte que peut-être que c'est un facteur moins important que les autres. Moi, j'aimerais beaucoup écrire des films. Donc, le facteur imaginaire. Et j'aimerais croire que c'est le facteur le plus important. Mais moi, ma question, c'est, est-ce que vous pensez pas que le facteur le plus important, ça serait finalement le facteur politique? Parce qu'on a parlé de la volonté politique. Pour moi, c'est juste du bon sens. S'il n'y a pas de volonté politique, c'est tout simplement parce que la classe dirigeante défend son intérêt de classe, finalement. Pourquoi on a les 40% de climato-sceptiques? C'est parce qu'on a des gens comme Bolloré. Pourquoi il y a aussi la question de la montée du fascisme. Enfin, Trump, pardon, mais enfin, il est complètement climato-sceptique. Même si on prend juste l'aspect, il y a plein d'autres choses avec Trump, mais juste l'aspect climat, enfin, c'est une catastrophe avec la montée du fascisme. Donc, j'ai l'impression,
et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, que le facteur politique est plus puissant, et ça me déprime, que le facteur imaginaire. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est peut-être que le fait d'être artiste n'est pas incompatible avec le fait d'être militant. Voilà, merci. Je commence. Oui, c'est sûr qu'on n'en a peut-être pas assez parlé, mais c'est vrai, c'est central d'un autre côté. Bon, c'est un peu la quadrature du cercle. En tout cas, en démocratie, la priorité politique, c'est nos priorités. Donc, dire il n'y a pas de volonté politique, les politiques étant notoirement suiveurs, ayant une appréhension du futur qui est le temps de leur mandat, on peut pas non plus se dédouaner comme ça en disant il n'y a pas de volonté politique, il faudrait qu'il y ait une volonté politique qui vienne d'en haut, parce que le jour où le climat sera une priorité pour les gens, soyez sûr que ce sera une priorité pour les politiques. Donc c'est moi moi, c'est une question que je me pose, que donc tu te poses, comment essayer. Alors, moi, je serais incapable d'être militant. C'est vraiment trop contre toute ma personne. Donc, je le ferais mal en fait. Mais je pense que c'est très important que des gens le fassent. Parce que, et ça rejoint un petit peu la question de monsieur avant aussi, vous disiez, bon, c'est mieux si les films par ailleurs sont meilleurs ou si les bouquins, mais moi je pense que c'est très très important. C'est aussi ça, c'est-à-dire que Don't Look Up, c'est un très bon film. Et le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, moi en tout cas, je sais que je me dis que justement, j'essaie de faire un bouquin où il n'y ait pas une espèce d'intention politique trop visible, et mon bouquin, je sais qu'il a, il y a des lecteurs qui vont dire, du coup, c'est vrai que peut-être j'ai lu le rapport Meadows derrière, parce que t'es pas arrivé avec une sorte d'agenda politique surplombant, méprisant, culpabilisateur, mon bouquin, je pense, c'est culpabilisant, mais donc je m'inclus dans cette culpabilité-là, et donc je crois que c'est aussi important. Pour moi, en fait, je crois vraiment beaucoup à la diversité, mais je trouve important que dans cette diversité-là, il y ait aussi des œuvres qui puissent aussi avoir qui ait une valeur d'abord artistique, et c'est le cas de tout ce dont on parle, mais qui ne soit pas, qui puisse pas être cornerisé dans un espace militant, et parce que de fait il y a des gens que ça révulse, il y a des gens pour qui c'est totalement urticant, et il y a des gens, alors est-ce que c'est avancé masqué, je sais pas, parce que moi aussi j'ai envie de faire un bouquin qui soit bon, tout simplement. Enfin, c'est pas une question de dissimulation, mais il y a des tas de gens pour qui, à mon avis, ça va être quelque chose de totalement impossible à investir si l'œuvre. Et la force de Don't Look Up, c'est qu'il y a quand même un côté très métaphorique, il y a aussi un côté, une satire, c'est une très bonne comédie avec des super acteurs, et c'est pas, c'est une œuvre. C'est une œuvre qui a une qualité en tant que telle, quoi. Enfin, juste sur la question est-ce qu'on peut être artiste, ou est-ce que le fait d'être artiste est incompatible avec le fait d'être militant. Toi, tu donnes c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que je pense que le grand succès de ton livre, d'abord l'histoire est formidable, c'est une écriture fabuleuse, et effectivement, tu ne prends pas le lecteur, tu n'assènes pas quelque chose au lecteur. Donc ça laisse beaucoup de place au lecteur de te suivre dans un cheminement sans se dire que tu leur fais la leçon. Ce qui est exactement l'inverse de ce que je fais. Voilà, chacun sa place, et c'est la beauté de l'époque. Et moi, c'est pour ça qu'il faut que j'avance masquée, parce que mes intentions, elles sont tellement marquées partout sur ma figure que, tu vois, il faut un peu cacher les choses, mais du coup, ça donne un travail qui est autre. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, ce qui me plaît, c'est pas d'avoir écrit ou fait un film, c'est d'aller le partager avec les scolaires. Et c'est le débat qui est derrière. Parce que ça, là, moi, je suis dans quelque chose qui me donne de la joie.
qui est lié au fait d'avoir un espace de parole libre à un moment où effectivement les conversations s'amenuisent et où c'est de plus en plus difficile de se parler, et surtout avec des personnes qui ne pensent pas comme nous. Et c'est l'avantage des films, et des films notamment qu'on regarde ensemble, c'est qu'on a une émotion qu'on partage pendant 90 minutes, et derrière, c'est vrai qu'on n'est pas au même moment, mais on a fait le même voyage. Et tout à coup, les résistances, voilà, les peurs tombent parce qu'on a pleuré au même endroit. Donc voilà, il y a de la place, et on peut faire feu de tout bois, mais c'est vrai que ce qu'on a en face de nous, c'est quand même, là je me permets d'insister, un univers médiatique qui n'a pas envie de ça. Et pas seulement parce qu'il y a Bolloré, mais parce que la peur gouverne. La peur de ne pas faire les audiences, la peur de perdre telle subvention, la peur... Voilà, aujourd'hui, Donald Trump, il attaque les empires médiatiques avant même qu'ils aient sorti quoi que ce soit, pour qu'ils ne fassent rien. Il a une batterie d'avocats. ABC, je crois qu'ils ont dû mettre 60 millions sur la table. Voilà, je dis pas que ça va venir chez nous, mais l'état des rédactions et des journalistes aujourd'hui, c'est un état de peur. Voilà, donc peut-être qu'au-delà d'avancer masqué, peut-être il faut se poser la question de comment de qu'est-ce qui compte pour soi, et je crois que voilà, on peut avoir la beauté de l'époque, c'est qu'on peut tout faire aussi, paradoxalement. Alors je crois qu'on m'a dit, ma tour de contrôle m'a dit qu'on pouvait prendre plus qu'une seule question. Madame, vous avez le micro, allez-y. Oui, alors justement, vous allez parler d'émotion, et on n'en a pas tellement parlé ce soir sur comment on peut essayer d'embarquer les gens via l'émotion. Et je voulais savoir si vous aviez vu la série de Thomas Vinterberg qui s'appelle Family Like Ours, où le pitch est donc, pour ceux qui l'ont vu, vous l'avez vu ? Moi, je l'ai pas vu. Oui. Donc, en fait, le pitch, c'est au Danemark, dans un futur proche. La montée des eaux arrive, et donc pour échapper à ça, le gouvernement danois va expatrier l'ensemble des Danois dans le reste de l'Europe, et en fonction de leur richesse et de leur métier, ils vont pas aller au même endroit, et du coup c'est les Danois qui deviennent les migrants en Europe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne voit absolument quasiment rien sur la montée des eaux. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'impact sur les familles. Qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont être obligés de choisir sur qui ils suivent, leurs parents, leurs conjoints. Ils vont être obligés de faire des choix absolument terribles que font les migrants aujourd'hui tous les jours. Hein. Et du coup, voilà, le dérèglement climatique, c'est aussi des histoires humaines, et ça peut amener peut-être à déplacer le problématique de c'est à cause du dérèglement climatique, c'est les politiques. Si on arrive à comprendre les impacts humains qu'on va subir, on peut peut-être faire bouger les gens. Donc voilà, je voulais avoir votre retour là-dessus. Oui, je reprends en même temps avec ce que disait le jeune homme sur le côté l'art et l'artiste et le militant. Bon, en général, les films hyper militants, enfin, je suis sûr qu'il y a des contre-exemples, mais il faut que ce soit des bons films. C'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais aussi, c'est si tu as envie de parler d'un sujet, tu vas d'abord essayer de faire une super histoire. Parce que c'est nos métiers, quoi. Mais ça n'est pas incompatible avec aller manifester ou donner son temps à une ONG. Mais si ça suffit pas à faire un bon film. Une bonne cause ne suffit pas à faire un bon film. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de séries sur des mauvaises causes, c'est-à-dire des personnages qui sont des salauds, Alors c'est intéressant parce qu'en creux on peut se dire que c'est un message positif, mais on voit bien que les gens en ont marre qu'on leur fasse la leçon, quoi. Donc ça c'est énorme, et c'est ce que tu dis. J'ai pas lu ton livre, mais tu as l'air de dire que voilà, tu fais pas la leçon, tu parles pas d'en haut. Surtout que d'une certaine façon, là ce qui nous anime aujourd'hui, c'est même au-delà des choix politiques, c'est tout simplement le réel. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a déjà un problème sur le réel dont on parle, avec des gens qui ne sont pas d'accord, les climato-sceptiques.
Et donc ça permet déjà un espace de représentation artistique qui, par définition, n'est pas orienté politiquement et sans intention, qui consiste à décrire le réel. Alors c'est d'ailleurs très triste d'en être... qu'on en soit à ne même pas avoir une sorte de consensus global sur des données scientifiques, mais c'est le cas. Et donc, d'une certaine façon, aujourd'hui, faire un film qui serait pas en train de distribuer les rôles entre les bons et les méchants, mais qui décrirait juste des phénomènes à l'œuvre, c'est sans intention, puisque décrire quelque chose qui existe, c'est pas une... Mais c'est politique d'une certaine façon, quoi. Mais pour revenir sur l'émotion, je pense que c'est chacun son boulot aussi, c'est-à-dire que c'est super de faire une belle histoire émouvante, etc. Mais si le journalisme commence à passer trop là-dedans, c'est un vrai problème aussi, parce que l'émotion, tout le monde peut la créer, et quelle que soit la cause. On voit bien que voilà, il y a une concurrence des narratifs en ce moment, en fait. C'est ça le pire. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelques années, on s'informait à peu près aux mêmes endroits. Enfin, il y avait un consensus sur ce qui était un fait et ce qui était un commentaire. Bon, là, on est dans un monde où il y a des concurrences narratives qui sont incroyables. En fait, ça fait longtemps. Je me souviens les fondamentalistes chrétiens aux États-Unis qui commençaient à investir la musique, le rock. Donc ils avaient bien compris qu'en faisant ça, on le paye aujourd'hui parce que nous on n'a pas pris ça au sérieux. Bon, et toute la vague fascisante américaine, elle est construite sur un narratif, c'est une construction. Donc ça, c'est un énorme problème. Et sur le climat, on a comment faire. Vous avez les gens du GIEC tous les ans à la même époque qui viennent à la télé. Alors avec le présentateur qui dit cette fois vous tirez vraiment si vous prenez tous les trucs à la file année par année, ça va être la même. Bon, mais donc là il va falloir. On n'en a pas tellement parlé, mais sur l'information, quoi. Les faits et comment faire pour qu'on soit déjà d'accord, puisque alors aux États-Unis c'est encore plus délirant, mais tu disais nous on n'en est pas là, mais je suis pas sûr que je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas ici, c'est logique. Mais c'est vrai qu'il y a quand même tellement de personnages et tellement d'histoires dans ces 50 ans de déni et tellement du coup d'œuvres potentielles. Je veux dire, quand on pense à un truc aussi fou que cette fabrique du mensonge du lobby pétrolier, il y a des Blackwaters ou des Erin Brockovich ou pour le cinéma, puisque vous êtes nombreux à travailler dans le cinéma, et qui sont... et voilà, moi, La Force de Soleil Vert, c'est aussi que c'est un thriller, c'est aussi que c'est un film policier, et je parlais de Barjavel, c'est un roman d'amour, c'est aussi un policier, c'est aussi c'est vraiment des œuvres qui ne relâchent pas du tout l'exigence ici artistique, et il y a énormément de... En fait, c'est pas une histoire rébarbative du tout, quoi. Celle de tous ces personnages dont tu parlais de Rafe Pomeranz, quand on lit Perdre la Terre de Nathaniel Rich, c'est des vies complètement dingues, avec où on se découvre, où le jeune Al Gore qui est, on peut voir Al Gore, on peut voir un personnage de cinéma, quoi, parce qu'on est resté au gars qui a perdu la présidentielle en 2000, et en fait, c'est un des congressmen les plus actif sur ces questions extrêmement tôt. Donc je crois qu'il y a énormément d'histoires, oui. Voilà, je regarde ma tour de contrôle définitivement. On s'arrêtera là. Merci beaucoup. La prochaine conférence CUT, 25 avril, à Change Now. Voilà. Suivez-nous sur les réseaux. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci beaucoup.